forcément que les fournisseurs habituels de produits dans la restauration ou même dans la cuisine de tous les jours. Il y a aujourd'hui de nouveaux moyens de s'approvisionner en produits, légumes, viande, fromage, etc., etc. Plusieurs participants à cette table ronde. Tout d'abord, Jacques Dionnet, qui représente l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne de Brennes, sur la région. On va découvrir ce que c'est qu'une association pour le maintien d'une agriculture paysanne que nous appellerons dorénavant AMAP, pour se faciliter un petit peu la vie. Hervé Guillonneau, qui lui s'occupe du jardin de Cocagne, qui est un jardin de réinsertion sociale et de production bio, aussi dans la région, dont le vrai nom en fait n'est pas jardin de Cocagne, mais jardin de contrat de Montreuil en Touraine, c'est bien ça. Nous recevons aussi Alexis Fiorucci, qui lui s'occupe du panierpaysan.com, qui est un site internet installé en Provence, qui a pour but de diffuser les produits, des produits éthiques, bio, sur la région provençale et sur l'Île-de-France. Nous devions aussi accueillir Tristan Lecomte, président et créateur de Alter Eco, une des marques les plus importantes du commerce équitable aujourd'hui en France. Le problème, c'est que Tristan a dû partir rejoindre une communauté paysanne qui travaille avec lui sur un produit distribué en France, parce qu'il y avait des problèmes à régler, donc il n'a pas pu être là, donc nous l'excusons. Et nous avons appris cette semaine que M. Rabanel, qui a un restaurant à Arles, qui travaille beaucoup de produits bio, n'a pas pu venir, mais on va profiter peut-être de la présence de M. Valadier, qui lui travaille justement dans des circuits courts et des produits bio, pour, de manière totalement impromptue, demander de nous rejoindre et parler de tout ça. Juste en introduction très très courte, le propos de cette table ronde... Venez là, Dominique, ne vous mettez pas trop loin, comme ça il y aura un micro pratique. Le sujet de cette table ronde, qui s'appelle « Il y a d'autres sources », effectivement, on a un petit peu l'habitude de croire qu'aujourd'hui, dans la restauration et dans l'alimentation en général, il faut aller soit en grande surface, soit au petit marché rêvé d'à côté. Il y a d'autres sources d'approvisionnement, des systèmes par abonnement, des systèmes où on prépaye l'agriculteur, on lui confie de l'argent en lui disant voilà, je te donne de l'argent et tu vas produire ce que tu vas me livrer dans les mois à venir. Il y a le fait de mettre à disposition, en utilisant Internet comme source d'information, des produits qu'on ne pourrait pas trouver autrement. Et puis il y a aussi des cuisiniers, du moins il y a de temps en temps des expériences, comme M. Valadier, qui essayent justement d'utiliser ces produits, ces circuits courts et ces produits bio, ou essayant au maximum de payer au juste prix le juste travail des agriculteurs. Toute cette démarche qui est un petit peu parallèle, peut-être aujourd'hui minoritaire, mais qui semblerait intéressante pour rebondir sur ce que nous racontait Christian Rémézy. Juste une petite inquiétude, puisque hier, j'ai entendu que les producteurs bio avaient des catogans et des boucles d'oreilles. Loupé. Que les amateurs de vin naturel aimaient bien s'arsouiller. J'adore ça, moi, le vin naturel. Je ne pique pas la ruche tous les soirs, je vous assure. Donc, essayons de partir sur des propos moins sectaires. On va commencer avec M. Valadier parce qu'il nous a apporté un petit PowerPoint pour nous présenter sa manière de travailler. Et c'est vrai que c'est totalement épatant dans la mesure où son titre reprend quelque chose que vous allez découvrir cet après-midi, qui est ce fameux slogan inventé par Carlo Petrini, président fondateur de Slow Food, bon, propre et juste. C'est ce qu'il applique dans sa cantine de lycée à Salon-de-Provence. Et surtout, vous allez voir que dans une cantine, il n'y a pas forcément des produits semi-transformés, il peut y avoir des produits bruts, comme nous en parlait Christian Rémézy. Je vous laisse parler, Dominique. Normalement, ça doit se mettre en route. Voilà, bon, ça y est, c'est en route. Alors, le documentaire que vous voyez derrière est relativement court. Il montre à peu près la vie qu'on peut avoir dans un lycée, dans une cantine, notamment, qui sert à peu près 800 couverts tous les jours. Il est vrai Combien? que 800 tous les jours. Alors, les photos que vous voyez ne vont pas forcément être
en concordance avec le discours, c'est parce que ce qui est en photo, c'est pas la peine d'être commenté, ça existe déjà. Par contre, je peux vous parler du bio dans les demi-pensions parce que la région PACA fait une énorme promotion du produit bio dans ces demi-pensions, à raison d'1 € par jour et par repas servi. Je ne suis pas rentré dans le système du repas 1 €, un repas par mois bio, parce que je trouvais que ça faisait très festif. Ce qui se passe en général dans les cantines. Hein. Voilà. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est fiesta polaire dans les cantines parce qu'on leur fait un truc bio avec du quinoa et Voilà, des choses c'est comme ça. Alors, moi, je n'ai pas accepté le système parce que je ne voulais pas que le bio soit un mouvement festif, mais plutôt un mouvement responsable, citoyen, politique. Une conscience politique. Une conscience politique. Et tous les jours que l'on fait pour cette restauration, tous les jours, on sert un petit peu de bio et uniquement en crudité. Et uniquement aussi par comparaison. C'est-à-dire qu'on va mettre carottes traditionnelles, carottes bio, tomates bio, tomates traditionnelles, et de façon à ce que chaque élève, chaque futur citoyen puisse prendre conscience de ce qu'il mange et de faire véritablement des comparaisons. Quand on parle de circuits courts, on est sur des circuits ultra courts. Comme vous pouvez le voir, le poisson, il est frais parce qu'il vient d'une poissonnerie, il est pêché généralement de la veille ou de l'avant-veille. Les légumes sont cueillis de la veille ou de l'avant-veille maximum. C'est-à-dire qu'on a 2 à 3 livraisons par jour. Et le tout est relié au marché international de Cavaillon, au marché international de Château-Renard, et quelques producteurs bio qui sont autour de la région de Salon, à Pélissane, etc., pour ceux qui connaissent. Donc voilà notre démarche. Et comment réagissent les élèves? Alors, les élèves réagissent très, 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 très bien, très favorablement. Dans le choix, ils prennent plutôt le bio ou le traditionnel? Ah ben il n'y a pas de photo, ils prennent carrément le bio parce qu'ils préfèrent. On a fait des dégustations à l'aveugle. C'était pas à l'aveugle véritablement, mais on mettait un peu de bio et un peu de traditionnel. Et à chaque fois, ils revenaient, ils nous disaient, mais c'est celui-là que j'aime. Bon, les carottes, par exemple, ça fait pas. C'est tellement beau une carotte bio, bien orange, bien propre et tout. À côté d'une carotte traditionnelle, les gamins vont vers la couleur, vont vers le spectacle, vont vers le goût aussi quand on les habitue. Vous faites un peu du marketing là? Je fais du marketing à 2 €. Est-ce que c'est une expérience récente ou ça fait longtemps que vous pratiquez cette cuisine à conscience politique? Cette cuisine à conscience politique, je la pratique depuis une dizaine d'années et j'ai mis 5 ans à la mettre en place. Et maintenant, on vole vraiment de nos propres ailes. C'est-à-dire qu'on arrive à modifier le comportement d'un consommateur en 3-4 ans. Est-ce que vous servez toujours des épinards avec des œufs durs immondes? Les œufs durs ne sont pas immondes puisque... Vous savez, cette espèce de vision de la cantine où il y a un grand bac gastro comme ça, où il y a des épinards pas très chouettes avec des œufs durs plantés dessus. Vous faites ça? Non, non. C'est plutôt des moules, des gratins de moules aux épinards, des choses comme ça. Ça, ils adorent. Hein. Mais alors, ils aiment les épinards quand il y a des croûtons, quoi. Il n'y a pas à tortiller, il faut passer par là. Est-ce que ça veut dire que chercher à trouver des produits proches, ayant une meilleure qualité quant à leur impact environnemental, quant à leur valeur en termes d'argent, ce qui est payé l'agriculteur, et enfin en termes organoleptiques, c'est possible dans une cantine qui est toujours décrit comme l'endroit où on ne peut manger que pour 1 € par repas? Alors, bon, 1 €, on ne mange pas pour 1 €. Hein. Moi, j'ai 2 €, je me considère à peu près bien placé par rapport à la moyenne nationale qui est d'1,70 €. Ça veut dire qu'il y en a qui sont à moins. À 1,50 €, c'est même pas la peine. C'est rattaché à des centrales d'achat qui sont les dictateurs finalement de ce que les enfants vont trouver dans leurs assiettes. Ça aussi, c'est une question politique importante. Il faut savoir ce qu'on veut. Où on veut que les enfants réussissent à l'école dans des bonnes conditions et que le moment du repas soit ce moment privilégié où on éprouve de l'amour et du plaisir, ou alors on saccage les gamins, on saccage leur palais, on saccage leur goût et on saccage toute une génération en leur donnant des produits industriels
graissé et tout. La dernière intervention que j'ai faite, je me suis fait mettre à la porte, c'était dans une grosse maison de congelés, et je leur ai demandé de marquer sur leur steak haché, comme sur les paquets de cigarettes, ce steak haché peut tuer, et ils n'ont pas voulu. C'est bizarre. Donc, pratique d'une cuisine différente et d'un approvisionnement différent, mais justement, rencontrons les gens qui sont de l'autre côté de cette pratique différente. On va commencer avec Jacques Dionnet, qui représente certes l'AMAP de Braine, de la région, mais qui représente aussi, dans une certaine mesure, les 500 AMAP qui existent en France. En gros, non, mais vous êtes le porte-parole, c'est pour découvrir ce qu'est une AMAP. Juste un élément avant de vous donner la parole, Jacques. Je crois, sans me tromper, qu'au Japon, aujourd'hui, 3 consommateurs sur 5 fait appel justement par un système d'abonnement à des AMAP pour s'approvisionner, puisque c'est le Japon, c'est les Japonais qui inventent ce système de production des AMAP dans les années 60. Je ne me trompe pas, Jacques, c'est ça? Alors, comment ça se passe? C'est quoi? Comment ça se passe? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors une Katogan ou pas? Katogan ou pas d'ailleurs, Jacques? Vous n'avez pas de Katogan? Les membres de Non, l'AMAP? pas encore. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et on pourrait ajouter de proximité. Ces associations mettent en relation des consommateurs qu'on appelle des consommateurs. On verra peut-être pourquoi plus tard. Donc des consommateurs et des producteurs. L'objectif premier des AMAP était de permettre à en particulier des maraîchers, primitivement, des maraîchers de s'installer ou de poursuivre leur activité, mais de poursuivre leur activité dans des conditions de respect de l'environnement. Je crois que les AMAP répondent tout à fait, sont une réponse à ce qu'a décrit monsieur le chercheur de l'INRA, Romesi. C'est cette réponse à la fois inquiétude personnelle, qu'est-ce qu'on mange, puisqu'on ne sait pas ce qu'on mange quand on achète dans un supermarché, donc là nous savons ce que nous mangeons, mais deuxièmement, si on veut manger des produits dont on connaît l'origine et dont on est sûr qu'ils ont été produits dans des conditions de respect de l'environnement et des consommateurs, eh bien il faut que ces producteurs soient proches, et il faut aider et soutenir ces consommateurs, ces producteurs, d'où la nécessité de s'engager auprès d'eux à consommer une quantité X de leurs produits sur une saison ou une période, une année. Si j'ai bien compris, en fait, vous préachetez la production des agriculteurs avec qui vous travaillez. Absolument. C'est-à-dire que, nous, on est dans une AMAP un petit peu souple. On a d'abord choisi que des produits bio. On a 7-8 produits. Et on passe comment... Vous pouvez nous dire quel produit, quel type d'agriculteur? Alors, on a du pain, on a de boulanger, des légumes, de jardin de contrat, de la viande, bovine, porcine, des poulets, de l'huile, des pommes. Je crois que j'en oublie. Enfin, je ne sais pas. Mais en fait, oui, il y a en gros toutes les courses de produits frais qu'on peut faire dans une maison. Voilà, et des produits laitiers, dont des yaourts qui sont ni sucrés ni parfumés, bien sûr. Et vous faites des ateliers, vous rajoutez des fraises dedans ou pas? Non, pas encore, mais je pense qu'on va essayer. Et en tout cas, pas d'arôme artificiel. Voilà. Combien d'adhérents à votre AMAP? Alors, dans l'AMAP Buan-Braine, nous avons démarré en juin 2006, on était une dizaine de familles, et maintenant on est 54, 55 familles, enfin ça évolue un peu, mais on progresse, et on ne fait aucune publicité, du bouche à oreille, et on a des gens, je pense que les 3/4 des adhérents sont jeunes, et la moitié est extrêmement motivée. C'est tout à fait, pour quelqu'un d'un peu âgé comme moi, c'est tout à fait étonnant de voir cette volonté d'adhérer, enfin d'être acteur pour préserver la planète et puis soutenir ces gens qui se donnent du mal pour nous donner une alimentation qui vaut la peine d'être consommée, effectivement. En fait, si je comprends bien, c'est un partage intergénérationnel. Vous êtes à la retraite, donc vous pouvez vous occuper de l'organisation associative de la MAP, mais les adhérents en majorité sont plutôt des 30-40 ans. Ouais, je crois. Non, on essaie de partager le plus possible les tâches. On essaie de fonctionner vraiment de façon la plus démocratique possible. Et vraiment, chacun a des tâches. Et de toute façon, toutes les semaines, puisque c'est chaque vendredi après-midi, il y a une distribution de produits,
Il faut préparer, vérifier la livraison, préparer les paniers, etc. Et là, c'est à tour de rôle, les adhérents qui sont libres viennent faire le travail. Et en général, ça se passe extrêmement bien, avec beaucoup d'enthousiasme. Et il n'y a en aucun cas, je réponds à quelque chose qui sera peut-être dit après, nous n'avons en aucun cas l'aspect d'une secte. Alors ça, c'est pas du tout le genre Mais de c'est la ça, c'est maison. la référence Catogan boucle d'oreille. Voilà. Juste une chose, c'est que vous choisissez vos produits. Vous dites, tiens, je voudrais des petits choux, des choses comme ça, non? Non, bien sûr que non, puisque on fonctionne avec la production des maraîchers. Donc on ne sait pas ce qu'on a. On sait qu'on aura un panier de légumes, mais on ne sait pas exactement ce qu'on aura dans les paniers de légumes. C'est-à-dire Voilà. que vous mettez en pratique ce que racontent souvent, un petit peu comme un modèle de marketing, beaucoup de chefs. Vous avez des produits de saison, locaux, Voilà. point. Pas d'asperges qui viennent du Pérou. Ni de fraises en décembre. Ça peut être un modèle intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, dans une certaine mesure, que des écoles hôtelières, des chefs, travaillent avec des circuits d'approvisionnement comme le vôtre. En disant, voilà, le but du jeu, c'est que je vais mettre en route ma pratique de cuisinier, non plus en disant, je veux des asperges calibrées qui font un demi-centimètre d'épaisseur, qui sont vertes, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Je vais mettre en route beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour trouver cette asperge rêvée, mais plutôt d'inverser le propos du cuisinier. Je reçois des produits et ma science de cuisinier va me permettre de les transformer, d'en faire le plat le plus extraordinaire. Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. C'est une idée que je lance auprès du Mais public. je pense que plus ces producteurs, c'est pas évident d'être producteur bio. On le voit bien, puisque de temps en temps, on va donner un petit coup de main. Ah bon, vous allez parfois aider? Oui, on a nourri des cochons au mois d'août parce que le producteur voulait prendre quelques jours de vacances. On a été désherbé chez le maraîcher. Enfin, Ah oui, bon, c'est pas une activité bobo, c'est vraiment vous investissez parce Ah que oui, l'agriculteur non, veut partir en vacances. Non, on se met les pieds dans la glèbe. Oui, bien sûr, on essaye. Ah oui. Quoi. Donc une autre société est possible en fait. Oui, je pense. C'est certainement. Et je pense qu'effectivement, plus ces gens-là auront de clients, plus il faudra en installer et plus on ira dans le bon sens. Parce que je crois que l'agriculture traditionnelle, malheureusement, M. Rémézy a bien évoqué les problèmes. On sait qu'un pot de yaourt a parcouru 3000 km en moyenne. On sait aussi que, il faut raccourcir les transports. Les pommes de terre qui vont d'Allemagne, qui vont en Italie pour être épluchées, qui reviennent en Allemagne pour être distribuées ensuite, je pense qu'elles ont parcouru beaucoup de kilomètres et donc avec les résultats qu'on connaît. Merci Jacques, on reviendra pour découvrir encore votre pratique et savoir comment ça se passe. On va discuter avec Hervé Guillonneau qui en fait s'occupe d'un jardin de cocagne qui fait partie du réseau cocagne. On va vous expliquer ce que c'est, mais si vous avez bien suivi, en fait, Hervé est l'un des producteurs qui fournit la map de Jacques. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors c'est quoi un jardin de cocagne? Alors déjà, c'est Thomas Guillonneau. Mais bon, Thomas, excuse-moi, c'est pas très grave. je suis désolé. Donc, moi, je suis permanent. Pardon. C'est pas grave. Je suis permanent d'une association, donc les Jardins de Contrat, qui se situe à peu près 26 km d'ici et qui est elle-même membre du réseau Cocagne. Alors déjà, il faut savoir que le réseau Cocagne, c'est 85 jardins en place avec une dizaine de projets en cours. Et ça représente 13 000 familles adhérentes qui récupèrent des paniers sur du point de dépôt par semaine. Donc c'est assez conséquent. Donc alors, ce réseau national, en fin de compte, il regroupe des chantiers d'insertion. Parce que notre première mission, c'est lutter contre les exclusions. C'est des gens qui sont en rupture sociale, qui viennent chez vous et que vous replacez dans une structure socialement cadrée. Alors déjà, on offre un contrat de travail. C'est-à-dire qu'on a des contrats aidés, on leur permet de travailler sur des durées de 6, 12, 18, 24 mois, avec un accompagnement socio-professionnel et avec la volonté derrière de retrouver un emploi durable ou une formation qualifiante. Le deuxième point qui nous rassemble, c'est produire dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. Le troisième, commercialiser la production, donc un réseau d'adhérents.
Et quatrième point, intégrer le secteur professionnel, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de distorsion avec la concurrence et qu'en effet on soit bien sur des démarches un peu collectives avec le réseau de professionnels, maraîchers bio, etc. quoi. D'accord. C'est pas des concurrents, c'est des amis. Hein. Ils sont. Vous Ah, pouvez c'est des vrais partenaires. Voilà. Nous localement, c'est les vieux maraîchers bio qui nous ont appris à travailler. Hein. Donc, et qui aujourd'hui se regroupent à travers une autre organisation, une association qui s'appelle Val Biocentre, constituée de 25 producteurs en bio, donc des maraîchers, des centres de formation, lycées horticoles, d'autres jardins d'insertion, il y en a 5 dans la région centre aujourd'hui, et qui développent donc des paniers sur Paris. Aujourd'hui, c'est 1600 paniers semaine, et aussi un autre point qui est la restauration hors domicile, donc avec des premières expériences dans des écoles primaires, des centres de formation où on commence à voir des expérience comme Dominique Valadier, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est-à-dire en système cantine et restauration collective pour enfants. Oui, complètement. Quoi. Des restaurateurs qui sont venus vous voir? Pas actuellement. Nous, sur le jardin, on a pu. Au démarrage, on ne faisait pas partie du réseau Cocagne, c'est-à-dire qu'on distribuait nos légumes sous forme de commande, fin de semaine. Vous me préparez tant de carottes, tant de poireaux, et on avait les cuisines, les mutuelles du Mans, qui nous prenaient presque 2/3 de la production, qui jouaient le jeu, quoi, qui étaient prêts à travailler avec nous. Ça a duré pendant 5-6 ans, et le cuisinier a changé, et après, on est basculé sur autre chose. Voilà. Combien coûte un panier moyen acheté au Jardin de Cocagne pour 4 personnes? Alors nous, pour une semaine, donc, en gros. Pour une semaine, donc on est sur une famille de 2 à 4 personnes. Ça dépend un peu comment on cuisine chez soi. Comment on mange. Comment on mange. Ce qu'on entendait tout à l'heure, grosse part, petite part. Oui, complètement. Donc là, on est sur un montant de 8,50. Combien? 8,50 par semaine. C'est vachement cher. Non, c'est pas cher. Non, parce qu'en général, c'est la réflexion qu'on entend. Alors, Voilà. on entend le bio, le politiquement responsable, le différent, c'est trop cher. On l'a entendu plusieurs fois hier. 8,50 pour un panier d'une semaine entre 4 et 2 personnes. Voilà. Concrètement, cette semaine, on avait, je crois qu'on avait 800 grammes de poireaux, on devait avoir 300 grammes de mâches, 500 grammes de carottes et 2 céleris. Rave. Voilà. Rave, bien sûr. Voilà. Céleri rave, voilà. Donc on est bien sur des produits de saison. 90%, donc nous on a 450 familles semaine là sur le département, avec une vingtaine de points de dépôt. Donc 90% de la production vient de la ferme, mais on travaille aussi avec d'autres maraîchers, donc ça veut dire de la région centre, ça veut dire qu'on n'a que des produits vraiment local, quoi. Juste pour revenir à ce travail de réinsertion sociale que vous effectuez, qui est la première chose. Première mission, oui. Les gens qui viennent chez vous, ils restent combien de temps? Comment ils réintègrent le circuit professionnel traditionnel? Quelle implication ils ont par rapport aux procédés de production et de vente que vous avez mis en place? Alors déjà, les personnes qu'on accueille, c'est des gens victimes du chômage, c'est des gens qui ont des problèmes de santé, enfin problèmes très divers, puis des gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont juste pas de boulot, quoi, avec tous les niveaux, c'est-à-dire que ça va du CAP, raté, jusqu'au Bac+5 parfois. Donc on a des gens qui viennent là parce qu'on leur a demandé de venir là aussi, parce qu'à force de se retrouver en une situation un peu précaire, toucher les allocations, on leur demande d'aller travailler. Donc ils ont un panel de chantiers d'insertion sur le département ou sur le secteur, et donc ils vont venir chez nous, ce qu'on se trouve donc à 25 km de Tours, et c'est vrai qu'on est dans un cadre verdoyant, au milieu de la forêt, donc il y a un peu cette mise au vert qui est là, quoi. Et puis de plus en plus, on a surtout chez les jeunes, on a des jeunes qui viennent parce qu'ils sont intéressés par l'agriculture biologique, parce qu'ils sont intéressés, parce que parallèlement, on est aussi ferme pédagogique, on fait des co-constructions, on a des actions de sensibilisation, donc ils sont intéressés un peu par toute cette mouvance, quoi, et qui viennent se former. Donc ils sont en contrat de travail à raison de 26 heures par semaine, voilà, et avec des formations aussi qui sont proposées. Donc bien sûr une formation technique tout au long du contrat, enfin de la journée, puisque ils apprennent à cultiver des légumes. Il faut savoir quand même que c'est 2 tonnes de légumes par semaine qui sont produites, 7 hectares de maraîchage. Ferme pédagogique qu'on doit accueillir, on doit faire. C'est pas un petit truc comme ça. Non, c'est pas un 2 petit tonnes truc, de légumes par semaine. 2 tonnes de légumes par semaine à peu près, quoi. Puisqu'on a nos paniers et on a aussi donc nos paniers en local et aussi nos paniers qui sont distribués, enfin qui sont amenés sur une plateforme à Blois et qui montent sur Paris où là on a 1600 paniers semaine, ce qui commence à faire des volumes assez conséquents. C'est pas très circuit court, ça, hein, si je peux me permettre. Là, c'est faute. Bah ouais, sauf qu'à un moment donné, on est, il y a 250 km. Non, je plaisante. Ah bon, d'accord.
Comme je suis pas très à l'aise, c'est pour ça. Mais si, c'est Je parfait. fais un quart de tour. On découvre une troisième expérience Oui. avec Alexis Fiorucci qui s'occupe donc le panierpaysan.com. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a un certain nombre de sites en France très régionalisés. Régionalisés dans le sens où ils ont une carte identitaire importante. C'est-à-dire quand on est de Provence, on ne vend pas forcément de l'artichaut de Bretagne, mais on vend ce qui est dans la région. Je le dis parce qu'il peut y avoir des sites ailleurs qu'en Provence. Le but du jeu est de pouvoir commander, de mutualiser en fait un certain nombre de producteurs, de mettre à disposition l'ensemble de ses productions sur Internet et de composer son panier qui est livré directement à la maison. C'est ça ? C'est ça, avec deux possibilités, soit de le composer tout seul, soit de se faire proposer un panier type basé sur des idées recettes et des idées repas qu'on va pouvoir faire avec toute la semaine. Oui. C'est peut-être une idée. Je crois qu'à la fois les AMAP, Jardin de Cocagne et le panierpaysan.com, pardon, vous avez souvent des recettes dedans, parce que si on se retrouve avec du panais ou du rutabaga, vous donnez les solutions pour les cuisiner. Bien ça ? Complètement, oui. Le panierpaysan.com, je l'ai créé il y a 6 ans, au départ sur des démarches personnelles, mais je crois que M. Valadier, quand il travaille, au départ, c'est une démarche personnelle, des engagements. L'objectif était de recréer un circuit court pour ramener l'agriculture locale au consommateur local, parce qu'on constate souvent que on a des paysans autour de chez nous, ils existent, mais selon les circuits de commercialisation où on va, on n'arrive pas à retrouver ces productions, et c'est plus du tout le producteur qui avait à côté, qui est dans le magasin d'à côté de chez nous. Donc l'enjeu, il était là, et je me suis appuyé sur 4-5 points forts qui sont essentiellement aussi une identité culturelle. Je crois beaucoup que ce que je mange fait qui je suis. Je suis provençal, j'ai mangé beaucoup de ratatouille. Donc voilà, ça m'a construit, et aujourd'hui, si j'arrive à venir parler devant vous, c'est parce que je me sens bien avec cette identité-là, quoi. Et parlez-vous un peu le provençal ? Parle pas ? Un peu. Também ? Oui. Je leur demandais s'il parlait provençal. Donc ensuite, ce circuit a l'avantage d'être un circuit écologique en étant un circuit court et en s'appuyant sur 3 labels d'agriculture, qui sont l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée et l'agriculture paysanne. J'ai absolument pas voulu m'arrêter seulement à l'agriculture biologique, parce que l'enjeu premier pour le panierpaysan.com est vraiment de redonner accès à l'agriculture locale. Et donc, j'avais pas de producteur de poulets bio sur le secteur. C'était pas la peine d'aller m'engager à acheter des poulets bio pour les fournir. C'est important, c'est-à-dire que c'est pas une vision sectaire de la Absolument production pas, bio, il c'est faut que pas. c'est une proposition, effectivement, au sens noble. Le mot n'a pas été encore prononcé depuis hier, mais je crois que c'est vraiment ce mot-là qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que c'est une préoccupation politique au sens noble. S'il n'y a pas la solution rêvée, on prend une solution intermédiaire. Et après, on travaille, on essaye de faire évoluer. Et donc, c'est pas tous les jours facile de se remettre en cause pour un producteur. Il y a tout un tas de... C'est toutes des générations qui ont fait qu'on en arrive à un moment donné à produire d'une certaine façon, et comment la transformer petit à petit, quoi. Donc, ensuite, il y a l'enjeu économique. Et là, je pense qu'on peut toucher également les hôteliers et les restaurateurs. Économique sur 2 aspects. Donc, l'agriculture locale, c'est le premier maillon de la chaîne économique. Si demain elle n'existe plus, ce premier maillon saute, et on aura beaucoup de mal à faire vivre nos économies locales. Et l'agriculture locale, c'est également celle qui dessine nos territoires, c'est l'architecture de nos paysages. Et vous, hôtelier, si vous fonctionnez restaurateur avec des gens qui viennent manger chez vous, c'est surtout le tourisme. Et le tourisme, s'il n'y a plus de paysages, ils ne viennent plus, quoi. Donc, je pense que ça vaut le coup de s'impliquer pour nos agricultures locales. C'est-à-dire qu'en fait, produire dans une ferme induit à la fois comment on travaille, comment on est payé, quel est l'impact environnemental de la ferme, quelle est l'influence sur le circuit professionnel qu'il y a autour de la ferme et dans le paysage, c'est-à-dire ça peut être un restaurant, un hôtel, et la relation qu'il y a avec la ville, puisqu'il n'y a pas opposition entre la ville et la campagne, mais il y a travail en commun, on peut dire. C'est cette vision globale en fait que vous vendez, puisque c'est quand même du marketing derrière tout ça. C'est du marketing, ouais, c'est vrai que c'est du marketing, mais qui est engagé, quoi, je veux dire. Et de là, d'ailleurs, la notion de commerce équitable apparaît, mais non pas parce que c'est du marketing et que le commerce équitable va faire vendre, mais parce que c'est une obligation. Donc voilà, c'est un vrai choix
je ne peux pas décemment continuer de vouloir acheter un produit pas cher s'il y a un coût de production et un prix à la production, quoi. Donc, c'est-à-dire que les cornichons ne viennent pas forcément d'Inde et les petits pois de Thaïlande. Vous essayez de trouver une production locale. une production locale et payée au prix juste pour que le producteur puisse en vivre et exister, quoi. Donc ça remet beaucoup de choses en question, surtout sur la viande. Sur les fruits et légumes, on arrive encore en circuit court comme ça, mais sur la viande, 1 kilo de porc, on ne le trouvera plus jamais à 1,95 € à Intermarché ou quelque chose comme ça. 1 kilo de porc sorti d'exploitation, travaillé par le producteur et mis en valeur ajoutée. Enfin, quand il a récupéré la valeur ajoutée de sa production, c'est 10 € le kilo. Donc, et c'est là que la notion de bien cuisiner et bien manger refait surface, parce que finalement, on ne va plus manger du porc tous les jours ou une autre production, de l'agneau. Et tous pas les manger jours. du porc seulement parce que c'est la viande la moins chère du marché. Voilà, exactement. Monsieur Valadier, une question très pratique par rapport aux expériences de nos 3 camarades. Quand on ne choisit pas, ou du moins quand on se laisse porter par la saison et par ce qui est produit de manière le plus proche possible et dans la bonne saison, est-ce que c'est pas compliqué de faire la cuisine? C'est-à-dire quand on a un stock de carottes ou que j'ai que du céleri, comment ça se passe? Bien, en fait, c'est très simple. C'est là que le métier de cuisinier rentre en scène. Si l'agriculteur est le précurseur de la gastronomie, nous sommes un maillon vers cette gastronomie, vers le client. Si il nous arrive de travailler, nous on travaille qu'à la saison, bon en ce moment épinards, céleri ras, etc. Il faut qu'on arrive à manipuler le légume de façon optimale et en essayant de faire de la recherche sur la recette qu'on va adapter aux légumes. Et je dis bien recherche, c'est-à-dire qu'on va chercher des assemblages de produits aussi bons et aussi en qualitatif que les épinards pour les associer à quelque chose. Par exemple, des moules aux épinards, j'en parlais tout à l'heure, mais ça peut être des choses farcies aux épinards. Et à chaque fois, c'est l'inventivité qui va faire que le produit, on va pouvoir le faire durer à travers une saison. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous de faire à manger au mois de mai et juin et septembre-octobre qu'au mois de février, où on est obligé quand même de passer par des lentilles. Mais est-ce que ça ne fait pas aussi partie de l'apprentissage de manger des légumes secs ? Petite question, parce qu'on a parlé d'identité, on a fait la petite blague en occitan, etc., etc. Mais ce n'est pas être enfermé sur soi. Ce n'est pas une vision nationalo-nationaliste, franchouillarde et super Dupont. C'est-à-dire que vous êtes ouvert sur le monde. Si pour varier, il faut utiliser de la sauce soja, vous le ferez. Je n'utilise pas de sauce soja. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, je n'utilise pas de sauce soja. Autre chose. C'est un piège. Non, on est. Je suis assez vicieux quand je veux. C'est bien. On est dans une restauration. Il rappelait notre origine du Sud. Et on est dans une restauration du Grand Sud. C'est-à-dire que, vraisemblablement, je suis beaucoup plus près du couscous et de la paella que de la choucroute. Ce qui est logique. De par le croisement de population, de par l'implantation, de par les gens qui nous fréquentent, de par les gens qui sont de passage. Ils recherchent de la part des élèves. De la part des élèves, évidemment. Donc on est plutôt Grand Sud, donc on va utiliser Grand Sud et non, le soja, non. C'est un peu à l'est. C'était une provocation, le soja. Mais effectivement, vous êtes ouvert sur le monde. On est ouvert sur tout ce qui peut nous faire progresser et qui a une valeur politique, gustative et juste pour notre client qui est un consommateur. Et moi, en tant que cuisinier de collectivité, je ne suis que l'intermédiaire du consommateur. Vous êtes un passeur. Je suis un passeur et c'est moi qui leur garantis la bonne consommation ou l'effet de bonne consommation. Je leur apprends en achetant bien à bien consommer. En leur disant, ce produit, il est bon, je l'ai acheté là, il a été cultivé là, comme ça, et on l'a acheté à tel endroit. Et là, ils apprennent à consommer comme ça. Monsieur Dionnet, est-ce que ça vous ferait rêver, vous, en tant que gestionnaire d'AMAP, de travailler avec une collectivité ou avec un restaurant, même si ça présente des difficultés?
Moi, je pense que oui, je pense que les producteurs, leur objectif, c'est d'écouler C'est de vendre. c'est de vendre, bien sûr. C'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui leur permet de progresser, d'éventuellement racheter des terres et attendre les 2 ou 3 ans de reconversion pour que la production puisse être certifiée bio. Oui, pourquoi pas. Je pense que l'objectif, c'est quand même de remettre des paysans là où il n'y a plus que des champs de soja, effectivement. Oui, Même ça, si c'est la une- sauce... Oui, c'est une notion qu'on n'a pas bien, peut-être, on n'a pas assez insisté, c'est-à-dire que vous aidez, en fait, des jeunes agriculteurs à s'installer aussi. Alors, bien sûr, oui, c'était l'objectif premier des AMAP. Hein, elles sont apparues en 2001 en France, Provence-Côte d'Azur. Donc l'objectif, c'était ou le maintien ou l'aide à un maraîcher, c'était d'abord des maraîchers, à s'installer, c'est-à-dire comment l'aider. Eh bien, c'était quelquefois des avances de trésorerie, mais surtout acheter à l'avance sa production sur une certaine période, peut-être même sur la saison, sachant que chaque membre de la MAB ne roule pas sur l'or, et loin de là, et donc chacun fait ce qu'il peut dans la mesure de ses moyens. Donc, je ne sais plus la question que vous m'avez dit, j'ai oublié. C'est pas grave. C'était. Voilà, la bien question, sûr, c'était oui, donc bien sûr. la Donc, fourniture oui, pour un restaurateur ou pour une cantine. bien sûr, oui, nous aidons à l'installation. Et là, nous sommes à Bio-en-Brenne en train d'aider un jeune, quelqu'un qui veut s'installer, qui a une quarantaine d'années, et qui va reprendre l'exploitation, une exploitation bio dont l'actuel exploitant se part en retraite. Et donc, eh bien, on l'aide. Là, on est en train individuellement, chacun, de cautionner une petite partie de l'emprunt qu'il est obligé de faire pour racheter le matériel, par exemple. L'exemple aussi de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, il a eu des problèmes mécaniques avec son motoculteur, etc. Donc, il a fait appel à la MAP et des adhérents de la MAP sont allés là où il est pour l'instant pour l'aider à désherber ses cultures. On l'a aidé. Il y a un système de troc par le travail Non, c'est pas un troc là, parce que c'est vraiment c'est gratuit, ça, c'est pas rémunéré. Non, ça c'est simplement on a conscience que ce maraîcher, eh bien, il fait un travail énorme dont on bénéficie, et donc on veut l'encourager, l'aider. Et je crois que effectivement, c'est pas neutre. Il a été extrêmement étonné de voir des gens qu'il avait l'habitude de voir là où on distribue les produits, de les voir avec une binette à la main et pencher sur ces cultures. Et je crois que ça lui donne un sacré dynamisme. Petite question pratique, une AMAP n'a pas vocation de grossir. En général, il s'en crée une autre à côté. Voilà. C'est-à-dire que là, on est encore dans un nombre raisonnable d'adhérents, mais je pense que vers 80, 100 adhérents, ça devient extrêmement lourd du point de vue de la gestion. Rien que la préparation des paniers, pour l'instant, selon la quantité de produits à distribuer, il faut à 3 ou 4 personnes, il faut une bonne heure. Et donc, s'il y a une centaine d'adhérents, je pense que là, ça va devenir... Et à ce moment-là, il suffit de créer une autre AMAP parallèle qui fonctionnera éventuellement dans les mêmes locaux, avec les mêmes producteurs, mais essayer d'essaimer. Il ne s'agit pas du tout de reconstituer des... Le but du jeu, c'est pas de faire une grosse entreprise qui va finir par faire du business. Non. On n'est pas dans l'objectif de faire du business. Pas du tout. Même si le but du jeu est que les agriculteurs soient payés honnêtement. Absolument, ce qu'a dit mon collègue, là, c'est bien sûr le juste prix. On est dans l'économie solidaire, équitable. Donc, effectivement, le kilo de porc, c'est pas 1,95, c'est le prix juste et transparent. Le producteur nous explique exactement comment il arrive à ce coût. Il y a pas, nos relations sont basées sur la transparence, l'honnêteté, la sincérité. Je ne dis pas que j'ai l'air de parler un peu là, de façon ingénue d'un monde idéal, mais quand même, c'est Parlez-nous d'un monde idéal, s'il vous plaît, monsieur. Oui.
Eh ben, ce n'est pas celui dans lequel on vit. Je crois que, effectivement, les produits de l'agro-business, quand on écoute, et il y a de plus en plus des émissions, quand on nous explique que finalement, sur les étiquettes, il est possible de dire des choses qui ne correspondent à rien ou n'importe quoi, de toute façon incompréhensible par 95% de la population, je pense que là, c'est l'arnaque légale autorisée, quoi. Ça n'engage que moi. Non, mais question très pratique. Le panier pour 4 personnes dans votre AMAP coûte combien par semaine ? 13 euros. 13 euros. Et cette semaine, vous aviez quoi, par exemple ? Vous vous souvenez ou pas ? C'est la même chose que le panier. D'accord. Mais en plus, peut-être du lait, des yaourts. Alors, on a des produits. Donc, on a le panier de légumes. Ensuite, on peut commander des produits laitiers, agriculture bio, yaourt, fromage. La viande, enfin tous les produits qu'on commande sont des producteurs différents que nous connaissons et il y a ce qu'on appelle un référent produit qui est en relation avec le producteur, qui gère les commandes, etc. On fait des visites, on fait des pique-niques à la ferme, on fait des visites, enfin bon, on essaie de montrer aux gens ce que c'est la réalité des choses et effectivement c'est une expérience assez remarquable quand même. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Monsieur Guillonneau, jardin de cocagne, est-ce que ça se développe énormément ? La grosseur d'un jardin de cocagne est appelée à devenir énorme ou c'est aussi on reste à une taille humaine ? Alors là, c'est des volontés associatives. Nous, on fait le choix de se développer parce qu'il y a cette démarche justement un peu régionale d'aller au-delà du panier adhérent, peut-être justement travailler avec tout ce qui est restauration hors domicile, etc. Il y a des jardins de cocagne qui suffisent de 50 adhérents. Voilà, avec 8 personnes en insertion et 2 permanents. Nous, on est 7 permanents et on a 30 personnes qui viennent travailler 4 jours par semaine. Donc, à un moment donné, on doit se développer. Et on est plutôt dans cette dynamique-là, de dire à un moment donné, en se développant, c'est aussi permettre à d'autres peut-être de s'installer, c'est mutualiser nos outils, c'est démultiplier les énergies, en fait. Complètement, oui. Donc, nous, c'est une volonté de la structure. Alexis, panier paysan, ça doit devenir une grosse multinationale qui gère des produits sur toute la Méditerranée ou vous incitez plutôt des voisins à s'installer ? Non, je cherche d'ailleurs des gens qui ont envie de faire la même chose que moi sur d'autres régions. Voilà, je suis en contact avec des gens sur les Alpes-Maritimes et le Var pour reproduire exactement le même concept qui est un modèle économique, qui est du business. Et on peut faire du business engagé, qui fonctionne, qui est viable, qui fait travailler 80 producteurs, il y a 5 salariés aujourd'hui dans ma structure, donc ça peut être du business engagé et il vaut mieux le reproduire par contre sur d'autres régions et pour amener sur chacune de ces régions la possibilité de recommercialiser les agricultures locales en local. Par contre, il ne faut pas oublier bien sûr qu'il y a ce marché parisien que vous touchez aujourd'hui. Et quand il est touché comme ça, il est touché en équitable. Mais nous, de chez nous, continue de partir des produits, quand c'était la crise du melon il y a 2 ans, à 20 centimes d'une exploitation, et se retrouver à 3 euros, 3,50 €, voire 4 € sur le marché parisien. Donc le panier paysan a aussi la volonté, un jour, d'aller le toucher en disant non, on continue de partir en équitable de nos régions, mais on vous amène le concept d'un panier avec l'identité culturelle pour ne pas oublier d'où vient le produit et continuer à rattacher les gens à du terroir, quoi. Je peux encore une fois. Vous avez parlé d'identité à M. Valadier, vous lui avez demandé si on n'était pas des gens un peu trop renfermés. Mais encore une fois, je crois qu'on peut s'ouvrir au monde quand on sait d'où on vient et quand on a de bonnes racines. Et ça passe par l'alimentation. En gros, la tradition est un rétroviseur qui permet d'aller de l'avant. Tout à fait. Merci. Peut-être profiter de la présence de ces hommes d'expérience différentes pour leur poser des questions, si vous voulez. Je peux encore dire quelque chose par rapport au... Alexis, je m'en vais, je vous laisse la place, allez-y. Mais on a parlé de la possibilité de fournir des restaurateurs ou d'autres restaurations collectives. Il faut se dépêcher, et comme l'a dit M. Ramézy, c'est pas une question d'avoir peur, mais c'est une question de regarder les choses très objectivement. Chez nous, actuellement, sur la place de Cavaillon, il n'y a plus que 2-3 producteurs de poireaux qui savent produire du poireau. Si ils n'ont pas de marché pour le produire, les générations s'arrêtent. Et mine de rien, produire du poireau, c'est pas donné à tout le monde. Et ça ne revient pas comme ça dans nos cultures. Donc,
Il y a Tout à fait. vraiment, Et c'est la diversité qui est importante. C'est que le but du jeu, c'est qu'il y ait une concordance de terroirs, d'hommes et de produits pour produire à tel endroit. Il y a un produit comme ça qui était merveilleux, qui était produit par un monsieur Orso sur le Var, qui était des asperges, c'est le Pérou qui me fait penser. Asperges violettes, originaires de Ligurie. Ce monsieur était originaire de Ligurie. Il avait transporté ses griffes d'asperges. Comme le monsieur n'a plus de marché, il a arrêté sa production. Donc derrière, il y a toute cette histoire-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la cuisine, dans le produit, c'est pas seulement que ça soit bon, avec tout ce que ça peut avoir de relatif, mais simplement si ça pouvait être diversifié, nombreux, curieux, ce serait déjà super. Des questions? Monsieur là-haut, s'il vous plaît. J'ai pas vu la dame. Ah, vous êtes là, madame. Bonjour, Alain Sadira, professeur de marketing et d'origine paysanne. C'est pas incompatible. Non, c'est très compatible, justement. Je voulais savoir si vous n'étiez pas, panier paysan et AMAP, si vous n'étiez pas heurté avec les producteurs, surtout aux normes d'hygiène pour la commercialisation de la viande en particulier. Je pense en particulier à la viande. Je suppose qu'il y a eu des mises en conformité chez les producteurs. Ça n'a pas dû se passer simplement... Non, en ce qui concerne la viande, c'est un producteur qui est établi depuis déjà quelques temps, qui souhaite étendre son marché. Et donc, il a toutes les garanties. L'abattage se fait, je ne sais pas où, à Vendôme, je crois. Ensuite, la viande est livrée, emballée, sous vide, étiquetée, etc. Non, et il n'y a pas de... Il y a quasiment... Enfin, elle passe... elle est stockée là où, dans notre local, dans une chambre froide. Il n'y a absolument aucun problème de ce point de vue-là. En réseau, ils réussissent à réinvestir dans des salles de découpe aussi complètement aux normes et donc de se réapproprier la valeur ajoutée du produit plutôt que de la déléguer à d'autres structures qui prenaient les marges au passage. Quelle idée un peu globale, qui est aussi celui du commerce équitable. On ne paye plus de publicité, on réduit au maximum le packaging et on fait, en fait, l'argent de la vente va essentiellement aux producteurs, du moins au maximum. Madame. Alors moi, je vais revenir sur ce qu'a dit la dernière personne, c'est qu'il va y avoir quand même un réel problème, je pense, dans les années qui vont arriver, c'est qu'on ne retrouve plus de relève au niveau de certains producteurs. Moi, je le vois, moi j'habite de la région bordelaise et je vais faire mes courses chez un petit producteur qui a créé une petite boutique parce qu'il a failli se faire ruiner par la grande distribution qui lui a acheté ses productions. Donc il a décidé de vendre directement. Donc c'est les produits de son jardin et tout le reste, c'est en grande partie des produits régionaux qu'il va chercher lui-même. Mais on peut donc manger des pêches qui n'ont jamais vu la chambre froide et qui ont été cueillies à temps, des choses absolument extraordinaires. Mais ce sont toujours le fait de gens un peu âgés et qui ne trouvent pas de relève. Donc qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là vont disparaître ? Très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que les chefs ont toujours un discours très au point sur le goût, mais quand on parle justement de pêche ou de tomates, c'est bien plus des conditions de conservation que parfois de production qui déterminent le goût de la tomate. De grands industriels de la tomate font des tomates, ma foi, pas si malhonnêtes que ça en termes de goût. Le problème, c'est qu'elles sont transportées, ces tomates, en camion frigorifique, et que le froid est la mort, en fait, du goût pour un certain nombre de produits. Et que dans cette formule-là, les variétés sont choisies, elles sont produites de manière responsable. En plus, elles ne connaissent pas la chambre froide. Donc, effectivement, c'est tout bonus en termes de goût. Ce qui permet justement de rêver à ce restaurant qui s'abonnerait à une AMAP ou à un jardin de cocagne. Une autre question ? Oui, on retombe sur le truc de la biodiversité, etc., etc. Moi, je voudrais parler d'une autre source d'approvisionnement, c'est mon jardin et celui de mes voisins. Il y a 10 ans, quand j'ai acheté ma maison à 25 km au sud de Nantes, dans une petite commune de 2000 habitants, toutes les maisons du bourg avaient quelques petites parcelles de rue à côté. Et donc, je suis allée voir mes parcelles. Tout était en friche, à part 2 de mes voisins, très âgés, qui faisaient leur petit potager. Et puis, donc nous avons mis des fraises, des framboises, etc. Et puis, petit à petit, des jeunes citadins se sont installés et ont commencé, eux aussi, à exploiter leurs petites parcelles. Donc, il faut quand même être optimiste, parce qu'ils n'y connaissaient rien. Bon, nous, on avait quelques expériences, mais eux n'y connaissaient rien.
Et puis, il y a 2-3 ans, on avait plein de fraises dans notre jardin, plein de framboises. On avait des courgettes, on ne savait plus quoi en faire. Et puis on s'est dit, c'est quand même dommage. Nos voisins, eux, ils n'ont pas de framboises. Ils n'ont pas de fraises. Donc on a commencé à échanger en fonction de ce qu'on savait mieux cultiver, ce qu'on aimait mieux faire, etc. Et aujourd'hui, on a des productions un peu différenciées. Et selon la saison, on échange comme ça nos produits. Voilà, donc c'est aussi une source d'approvisionnement, le jardin. Merci beaucoup pour votre expérience. Juste une parenthèse, et ce n'est pas du tout contre vous, madame. J'ai vu que les grandes fédérations de jardins ouvriers, des gens qui n'habitent pas à 25 km de la ville dans une maison, mais dans des cités HLM, relançaient la pratique du jardin sous différentes formes, soit sous la pratique de municipalités qui mettent à disposition des terrains pour que les gens qui habitent en cité HLM puissent cultiver, sur le fait aussi de partage de terrains municipaux sur d'autres structures. Et ça, c'est intéressant, parce que une production locale, il y a la mise en œuvre aussi. Vous savez, le jardin, c'est un truc qui me passionne, moi, parce que c'est un reflet culturel. Montre-moi ton jardin, je dirai qui tu es et d'où tu viens. Et c'est souvent, de jardin en jardin, le moyen de faire passer qui on est et de partager et non pas de s'opposer. Une autre question, madame? Ce n'est pas spécialement une question, c'est plus dans la continuité. Parlez bien près du micro pour que tout le monde vous entende. Ce n'est pas une question, c'est plus dans la continuité de l'intervention précédente. Moi, je suis en Touraine très souvent et j'ai aussi un petit coin de jardin. Et je m'aperçois qu'en fait, le jardinage, c'est comme un investissement, il faut du temps. Mais sans parler de jardinage, vous avez souvent évoqué le goût des pêches. Je peux vous dire qu'en Touraine, vous plantez un pêcher avec un noyau de pêche de vigne. Quelques années après, vous avez des pêches succulentes, sans traiter, sans s'en occuper. Faites gaffe, vous faites du direct, c'est pas autorisé. Je suis désolée, j'en prends la responsabilité. Non, c'est une plaisanterie, vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a des choses. Les arbres, quand vous regardez les pavillons dans la banlieue tourangelle, ils sont peut-être très beaux. Il n'y a que des arbres ornementaux. Vous pouvez planter des fruitiers, vous n'avez pas à les traiter. Certaines années, vous n'aurez peut-être pas de fruits, mais vous serez récompensé les autres années parce qu'ils sont généreux. Et peut-être que là, ça va dans le sens du paysage, des mentalités. Quand on arrêtera d'acheter ces arbres pour coller à la photo du tuyas. J'aime bien les tuyas, c'est chouette. On n'a pas les mêmes goûts. Donc, quand vous arrêterez d'acheter des espèces végétales pour coller à une image de catalogue, mais à penser à vous, en vous disant moi j'aimerais bien manger des cerises bio, je plante un cerisier. Et ça va jusque-là, la démarche. Moi, je vois des gens qui viennent collecter dans les supermarchés pour les actions Restos du Cœur et qui distribuent dans des pavillons qui ont un jardin en friche. Donc je me pose des questions. Oui, mais on ne peut pas obliger les gens à faire leur jardin. Parfois, il y a des situations sociales qui font qu'on est obligé de passer par le Resto du Cœur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut aussi expliquer à ces gens-là qu'ils pourraient planter aussi des arbres ou jardiner. Oui. J'entends ce que vous dites, mais je fais très attention. Hier, il y a eu une dame qui a dit les gens n'achètent pas de légumes et pourtant ils ont des portables. Oui, les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Non, mais monsieur, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, il ne faut pas dire le réduire à un problème économique. Il faut dire c'est un choix, mais il ne faut pas dire c'est un problème économique. Social et culturel. Je crois que là, c'est vraiment une question d'éducation. Social et culturel. Ouais. Social et culturel. Apprenons à être critiques, à être curieux, et on changera déjà beaucoup de choses. Nous, sur la structure, on a aussi une ferme pédagogique, donc on accueille des classes, des centres de loisirs, et puis aussi on bosse avec des jeunes qui ont quelques difficultés sociales. Et donc, ils viennent des fois sur 6 mois, toutes les semaines. Et donc, au démarrage, on va dans le jardin, puis on ramasse des légumes. Et puis, au démarrage, ils mangent une banane et un yaourt. Et puis, ils ne mangent pas les légumes. Et puis, de fil en aiguille, fin de compte, à la fin, ils préparent leur soupe et ils mangent leur soupe. Et la banane, des fois, ils la mettent de côté. Donc, ça veut bien dire que là, s'il n'y a pas eu d'éducation, si nos premières préoccupations, déjà, par exemple, c'est se loger, c'est avoir chaud, l'alimentaire peut arriver après. Et c'est pas grand-chose en fin de compte. C'est pas forcément un plan développant des énergies folles. C'est juste un peu de bon sens. Bien sûr. Ouais. La même chose. Oui, on a quelque chose de très voisin avec vous. Là. Moi j'ai des jeunes toujours devant moi. Effectivement, la première semaine, quand ils arrivent en seconde, ils mangent rien. Les patates, le riz, les pâtes. Vous les traumatisez, monsieur Valadier, en fait. Non.
C'est après que ça s'adoucit. Après. À partir du mois de janvier, En pleine saison des patates. par mimétisme, par mimétisme avec les autres classes, et en pleine saison des lentilles, des patates, des haricots, et des pâtes, ça pousse. Et par mimétisme, ils vont faire comme leurs aînés. Et j'ai retrouvé que c'est de plus en plus rapide, ça. Chaque fois, on gagne à peu près 10-15 jours sur l'effet légumes. Aujourd'hui, les petits qui sont rentrés en seconde, au bout de 3 semaines, on commence à comprendre que tout, alors qu'avant, il me fallait un trimestre. Jolie expérience. Monsieur, une question, je crois. Oui, bonjour, c'est simplement ramener un témoignage. Je suis Alain Lemire, je suis restaurateur et membre fondateur du futur Slow Food Montargis. Et je m'appelle restaurateur plus éco-restaurateur parce que je travaille avec les producteurs de la MAP. Sur Montargis. Sur Montargis. Et à la proximité, j'ai mis des accords avec un producteur de pommes de terre en bio. Je dis, il faut 4 tonnes par an et pas de problème. La personne m'a planté pour avoir 4 tonnes de pommes de terre pour l'année. Je me fournis au lait de ferme, le fromage blanc, fromage de chèvre, le poulet à la ferme, le canard, etc. Et en restauration, eh bien, ça marche très bien. Et le problème, l'atelier d'avant, on a parlé de marketing. Et simplement, c'est qu'on a besoin de marketing pour sensibiliser les gens. C'est-à-dire, j'ai fait un set de table et tous mes producteurs sont affichés sur le set de table, savoir le produit, d'où il vient et à combien de kilomètres il a parcouru. Pour sensibiliser que là, les fraises, il n'y en a pas, des tomates, il n'y en a pas. Et simplement, il faut sensibiliser les gens dans un restaurant quand ils viennent, de dire, voilà, on paye tel prix, mais on paye le respect de l'air, le respect des hommes, le respect de la terre, le respect de la planète et le respect des générations futures. Et ça, il faut le crier haut et fort. Et je pense qu'en restauration, on n'en parle pas beaucoup. Quand vous rentrez dans un restaurant, vous voyez, la viande, c'est caché derrière les plantes vertes. La viande vient d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Pologne. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais bon, moi je parle des restaurants de chaîne. Un restaurant de chaîne. Oui. Non, mais... Et ça s'appelle restaurant. Je crois que cette démarche de dire avant ce qu'on va consommer provoque des ambitions et de la production. Moi, je fonctionne comme vous. Moi, c'est beaucoup plus facile à prévoir parce que je sais que j'ai tant de couverts tous les jours et toute l'année. Mais quand je vais chez le poissonnier, je lui dis, voilà, cette année, je vais te prendre 2,5 tonnes de colin. Effectivement, il a un grand sourire, il est vachement content et il va marcher avec moi. Et je crois que si chaque utilisateur arrivait à dire, moi, ma consommation de patates, elle est de ci, de poireaux, elle est de ça, peut-être que dans les AMAP, on pourrait beaucoup mieux prévoir et enfin pouvoir se fournir proprement. Alors voilà, je tenais juste ce témoignage en plus. Merci beaucoup, monsieur. Une autre question, monsieur à droite? Oui, bonjour. En fait, j'ai une question pour le responsable du site le panierpaysan.com, puisqu'il souhaite la multiplication de ce type de site. J'aimerais savoir s'il en existe un en région centre. Ensuite, quel est son modèle économique, c'est-à-dire quelle mise de fonds il a mis, etc. Et comment il fait sa marge. On passe aux pratiques, là, ça rigole plus. Hein. À boule les chiffres, Alexis. Non, mais les chiffres, je ne vais pas les décliner pour tout le monde, mais vous me contactez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous transmettrai tout le modèle économique pour tu caches pouvoir... des trucs, là, tu caches des trucs. Non, il faut 10 minutes pour préparer un panier, 10 minutes pour mettre en place la chambre froide pour pouvoir préparer le panier. Donc, enfin, tout ça, je peux le décliner après. Mais effectivement, il y a un modèle économique et à un moment, tout est rationalisé pour que ça puisse fonctionner. Et sinon... j'ai rencontré des gens qui sont venus me poser des questions, mais qui ont voulu changer quelques petites choses et ils reviennent en me disant ça ne marche pas. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux s'appuyer sur ce qui fonctionne pour pouvoir vraiment les dupliquer, quoi. Une autre question? Bonjour, je suis Tourangelle, je m'appelle Anne Brunner et je suis auteure d'un blog qui s'appelle Blog Bio. Et à ce titre, en fait, très souvent, j'ai des questions de personnes qui habitent dans ma région qui me demandent comment trouver des produits bio, les paniers, etc. Et je voulais juste relayer le témoignage de tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas de marketing et pas de publicité dans ce monde-là, ce que j'apprécie beaucoup, mais que parfois les consommateurs sont un petit peu démunis quand ils ne veulent pas y passer des heures et des années pour trouver leurs sources. Donc en Touraine, il y a un système de panier paysan qui s'appelle Biolinette qui s'est lancé dans l'année. Voilà, donc je suis un peu perplexe en fait devant ce qu'il faudrait faire pour que ces circuits soient plus connus. Il y a des démarches comme celle du Gap Biocentre
qui font une plaquette, par exemple, et qui existe dans beaucoup de régions sur les achats directs à la ferme. Et c'est une plaquette très bien faite où on retrouve par département et par produit qui on peut contacter pour acheter. Ceci dit, il y a peu de moyens mis derrière ces démarches de communication. Et voilà, sans dire que je ne cherche pas du marketing privé, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un plus grand subventionnement de ces démarches professionnelles pour dire où sont les producteurs bio, comment on peut les trouver sans y passer sa vie. Je sais pas, enfin oui, pour nous trouver, c'est un peu le hasard. C'est les gens qui cherchent sur Internet. On a un site, Bio en Brenne. Les gens qui cherchent AMAP, les réseaux Alliance qui regroupent des AMAP. Donc il y en a des pleines pages de Google. Donc très vite, on tombe sur les adresses. Et puis c'est l'occasion un peu qui fait le larron. On est passé sur FR3, on est passé sur M6, enfin comme ça, par hasard, un peu sur France Bleu Touraine. Effectivement, il n'y a pas une stratégie organisée pour nous faire connaître. La volonté de notre AMAP au départ, ça a été justement de faire le moins de pub possible, de façon à mettre en place une organisation, parce que on n'est pas des pros, et Dieu sait qu'on a galéré, donc maintenant on commence un peu à être au point. Et donc, en se disant, après, quand on sera au point, on verra. Et effectivement, là, on a un petit dépliant et souvent, on a énormément de demandes d'informations. Des gens qui passent le pas aussi. Voilà. Pour compléter la réponse de monsieur, vous allez sur le site Alliance sur Internet. Il y a même un petit livre en format PDF sur comment créer une AMAP, comment se renseigner sur une AMAP. C'est relativement fait. Je crois qu'il y a une question. Mademoiselle, juste devant, là. Monsieur Cagna voudrait poser. Descendez. Venez. Voilà. Super. Merci. Oui, je voudrais poser une question sur un sujet qui m'interpelle, c'est l'insertion. Et je crois que vous avez évoqué le problème de cette insertion. Comment vous fonctionnez pour arriver ensuite à leur donner un CQP, un genre de CQP? Comment ça fonctionne? Parce que les jeunes après le passage en jardin de cocagne, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'en sortant de chez vous, ils ont, je n'ai pas dit un diplôme, parce qu'on fait actuellement plein de CQP, ce qui permet d'avoir une qualification, et qui est un marchepied vers autre chose? Est-ce que dans votre démarche, il y a cette notion de structurer, soit par des alternances, une pédagogie, à la fois du geste et de l'esprit, oui. Et comment ça fonctionne? Et puis pendant que j'ai la parole, je trouve très bien votre approche de la transmission, qui évite le dessèchement des savoirs, la désertification des sites. Donc je ne peux qu'approuver cette démarche. Mais l'insertion m'intéresse. D'accord. Alors par rapport à l'insertion par l'économie, déjà il faut savoir qu'on est soumis à des résultats. C'est-à-dire qu'on est financé pour, entre guillemets, régler le problème du chômage, enfin essayer d'y pallier, et donc en offrant un travail, former des gens et puis offrir un accompagnement socio-professionnel. Mais déjà, il faut que minimum 20% des personnes qui passent chez nous retrouvent, après leur passage, au moins un emploi de plus de 6 mois, ou un CDI, ou une formation qualifiante. Pas une formation de 3 mois, une formation qualifiante. Il faut savoir, je crois que les écoles d'ingénieurs, c'est au bout de 6 mois, il y a seulement 10% des gens qui ont un boulot. Nous, on nous demande de faire 20%. Donc déjà, c'est des... Donc, par exemple, nous, sur 7 permanents, on a un travailleur social qui fait que ça, qui est là pour travailler avec eux sur comment on va préparer l'extérieur. Deuxièmement, la question de est-ce qu'il y a une reconnaissance, est-ce qu'il y a un certificat? On est en train de travailler là-dessus au niveau national, donc le réseau national, c'est pas moi qui m'en occupe, avec les CFPPA, pour justement, à un moment donné, qu'on puisse avoir à la sortie d'un contrat chez nous une reconnaissance, un peu comme une VAE, l'équivalent. Mais c'est en train de se faire. Après, on sait qu'au niveau local, pour des gens qui sont intéressés à l'agriculture biologique, qui ont voulu se former, qui ont voulu apprendre des choses sur notre structure, les maraîchers bio jouent le jeu et embauchent parfois des gens à la suite sur les travaux saisonniers. Mais ça se fait de façon un peu informelle. Donc là, c'est en train d'avancer là-dessus. Pas encore structuré pour pouvoir dire aux gens qui sortent de chez vous au bout de 6 mois. Aujourd'hui, on est centre de formation, mais on n'a pas la qualification pour dire voilà, tu as un CAP en maraîchage biologique. Ouais. Ouais, après, il y a des centres de formation comme les CFPA c'est leur boulot, c'est leur métier. Oui, juste pour préciser par rapport au réseau Cocagne, au début de la création du réseau Cocagne, il y a une vraie volonté de pouvoir tendre la main à des gens qui étaient en rupture sociale totale.
et simplement les resocialiser, vivre en commun, partager des repas, travailler, etc. C'est-à-dire que c'était vraiment en situation d'urgence. Il faut savoir qu'on a des gens qui sont, si on parle entre guillemets de rentabilité, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup là-dedans, on a des personnes qui sont rentables une demi-heure dans la journée seulement, ou qui vont nous demander 1h30, 2 heures d'accompagnement pour régler des problèmes, je sais pas, familiaux, régler des conflits. Donc, et en plus, on a une volonté, nous, sur la structure, de dire on prend tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis. Donc, on a toutes les problématiques, ou des fois pas de problématiques. Donc, il faut composer avec ça. Et il faut savoir que peut-être 4%, 5% on va dire qu'il y a à peu près 40 personnes qui passent sur l'année sur la structure, vont vers l'agriculture. Après, ils vont dans d'autres domaines. Oui, l'agriculture est vraiment un support. Et c'est seulement depuis 1 an ou 2, où là, on commence à avoir des gens qui se déplacent. Là, il y a quelqu'un qui vient de Lorraine, qui vient se former, parce qu'on fait l'attraction animale, qui vient se former à l'attraction animale parce qu'il a repéré sur notre site internet qu'on avait 5 chevaux de trait qui travaillaient, etc. Le mot réinsertion serait plus proche de ce que vous faites qu'insertion. Puisque vous prenez des gens, pas de prérequis, que la volonté de les remettre, comme l'a dit Eric, les resocialiser, les remettre dans un groupe, les remettre dans une motivation, dans une trajectoire. La vie, Gérard. Complètement, oui. Voilà, sachant qu'il ne faut pas stigmatiser, donc c'est toujours compliqué. Rentrer dans les détails et de dire, non, ils viennent travailler. Voilà. C'est une exploitation agricole, 35 salariés. Une autre question, monsieur, devant ? Oui, alors en fait, moi, ce serait simplement pour donc 2 points, simplement déjà pour féliciter la MAP et puis les Jardins de Cocagne pour les actions qu'ils peuvent établir sur les régions, parce que je trouve que c'est une matière honnête. Le panier paysan aussi, non ? Je ne connais pas encore, donc je parle de... Non, c'est juste comme ça, parfois. Et simplement... Monsieur Valadier, non. Monsieur Valadier, non, tu avais peur. Moi, je veux le féliciter aussi. Bon, d'accord. Je pense que c'est des personnes qui sont sincères et honnêtes avec ce qu'ils font et des gens de confiance. Ça, on verra ça après, par contre. D'accord. Et d'autre part, je voulais revenir sur un témoignage d'une personne qui disait justement que les jeunes, qu'il n'y avait pas de relève après. Et je voulais dire que c'était faux, parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus sensibles. Moi, le premier, à tout ce qui est malnutrition et problèmes à l'heure actuelle. Et je tiens à le crier haut et fort que les jeunes sont là et qui vont être là pour faire bouger les choses. Et croyez-moi qu'ils sont dynamiques et qu'ils sont très motivés. C'est pas que des voyous et des drogués. Une autre question, madame. Non, je voulais juste attester qu'effectivement les jeunes sont derrière et sensibilisés à la question. Et je voulais aussi vous remercier, parce que c'est vraiment... Super, ça, vous avez entrebâillé une petite porte sur un monde idéal et ça fait plaisir. On est de grands entrebâilleurs. Une autre question, monsieur. Mademoiselle, regardez juste monsieur là. Oui, je pense que la composition de la tribune est intéressante, parce qu'on a d'une part l'alterproduction qui s'adresse à des individus plus qu'à des groupes. Je crois que c'est aujourd'hui une amorce de ce que pourrait être quelque chose d'équitable demain. Un autre système de distribution. Un autre système de distribution, un autre système qui est pas en opposition à l'autre. C'est un autre système de distribution. Tout à fait. Chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait. Et puis on a M. Valadier qui lui montre que en termes de choix pour les produits que l'on a besoin, on peut aussi quand même se raccorder dès lors qu'on fait connaître ses besoins. Moi, ce que je voudrais dire aux alterproducteurs, c'est qu'ils sont en concurrence avec un système de distribution extrêmement performant qui agit très fortement sur la réglementation et notamment sur la réglementation de l'achat public. Et il vous faut, messieurs, puisqu'il n'y a pas de dames, donc excusez-moi, mais il vous faut, vous, alterproducteurs, vraiment appuyer sur le domaine politique, sur le domaine économique, sur le domaine social, pour que votre production, les moyens sociaux que vous mettez en œuvre et que vous aidez à travers différents systèmes, y compris le maintien de la paysannerie dans tous les coins de la France. Dans le paysage. Dans le paysage. Il faut vraiment que vous trouviez les moyens de rentrer dans le système économique
qui n'est fait aujourd'hui que pour les grands groupes, j'allais dire que pour les systèmes de distribution, et dès lors que l'on est dans l'achat public de collectivités, qui est fait pour un groupe de distribution. Et donc là, on a un vrai problème de société, c'est-à-dire ce que vous faites actuellement pour le particulier. Il faut vraiment tous ensemble se regrouper pour agir sur le modèle économique qui vous permettra d'intervenir au niveau des collectivités. Merci, monsieur. Alors, pour répondre, disons, de manière politique à ce problème des marchés, il se trouve que moi, je passe en dehors tous les marchés parce que j'ai une structure qui est assez moyenne. Si dans les villes, on arrêtait de faire des cuisines centrales avec 4000 ou 5000 couverts, il pourrait très bien faire en sorte de passer en dehors des marchés. Le problème, c'est que la réglementation est européenne et que pour passer en dessous de la réglementation européenne, il faut passer en dessous l'argent qu'il faut pour ne pas rentrer dans le marché. Et à ce moment-là, on peut s'adresser à des gens comme des AMAP, des agriculteurs directement, c'est ce que je fais, mais je suis vraiment très limite. Une dernière question ? Je suis désolé, je reprends la parole. Non, mais vous voyez, c'est super bien organisé. Vous avez commencé les questions et vous les terminez. Ouais. Merci, monsieur. Mais je donnerai une conclusion, d'ailleurs, après. Je la donne tout de suite. Je suis très heureux, enfin, depuis hier, une première table ronde où on parle de l'individu commun de la société française, et pas seulement de l'individu qui va dans des restaurants gastronomiques. Donc, je suis très satisfait. Ma question, c'est, je rebondis tout de suite sur ce qui vient d'être dit. Je suis dans un lycée, j'étais au conseil d'administration, j'ai l'impression de m'être fait avoir parce que l'année dernière, on m'a expliqué en long et en large, et j'ai voté pour une centrale d'achat parce qu'on m'a expliqué que c'était obligatoire avec des montants dont je ne me souviens plus, etc. Et dont je me sens très mal à l'aise aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez une réponse à m'apporter ? Comment vous faites ? Parce que j'ai l'impression que c'est le paradis chez vous et j'aimerais bien le transposer chez moi. Oui, mais c'est parce qu'il y a le petit Jésus, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il faut aller vivre en Provence et ça a l'air d'être fabuleux là-bas. Non, on vit sans centrale d'achat parce que d'abord, ça fait 10 ans que je les vire directement. Ça fait 10 ans que je n'accepte aucun cadeau d'aucun représentant. Ça, c'est compliqué, ça fait 10 ans que je cherche des paysans, des producteurs qui sont prêts à rentrer dans un projet. Et ce projet, je le présente au projet d'établissement. Et le projet d'établissement ayant avalisé ce projet de travailler avec les producteurs proches, ne peut plus me reprocher à moi de ne pas faire partie des marchés. Les marchés, c'est des voleurs. C'est des gens qui n'ont aucun scrupule, qui ne cherchent qu'une chose, c'est gagner des ronds sur le dos des gamins. Et ça, c'est inadmissible. On nous a présenté ça comme un règlement, une obligation. C'est pas une loi. C'est pas une obligation, il n'y a pas de loi. Chacun s'adapte et doit faire en sorte de s'adapter au mieux. Si vous trouvez moins cher qu'au marché, vous pouvez dénoncer le marché. Je vous donne un exemple. J'avais de la viande de bœuf industrielle à 8 €, par exemple, le kilo. Je l'ai trouvé chez mon boucher, juste à côté, à 4,50 €. J'ai dénoncé le marché, j'ai gagné. Ok, bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier les participants à cette table ronde. Jacques Dionnet, Alexis Fiorici, Thomas Guignot et Monsieur Valadier, bien sûr. Allez tapoter sur Internet, Jardin de Cocagne, AMAP, tout ça, ça existe. Il faut être curieux, critique et se faire son propre sentiment. Merci à vous.